Jeff était sur la table d'opération. Un accident de voiture avait tué sa femme et son fils quelques heures plus tôt. Désormais, il luttait pour survivre. Alors que médecins et infirmières s'activaient, une femme flottait au-dessus de la table, presque transparente mais lumineuse. Tamara, la femme de Jeff. Tamara souriait, elle avait l'air paisible, reconnaissante. Vous connaissez déjà cette histoire. Un parent décédé apparaît à l'instant de la mort. Les sceptiques y voient une hallucination du cerveau mourant. Mais cette théorie ne s'applique pas, car Jeff n'a pas vu sa femme flotter dans la pièce. Le médecin, lui, l'a vue. En 1975, Raymond Moody publie La vie après la vie et crée le terme expérience de mort imminente. Le livre s'est vendu à 13 millions d'exemplaires. Moody avait interrogé plus de 100 personnes revenues à la vie après une mort clinique. Leurs récits étaient quasi identiques. Un tunnel, une lumière intense, des proches disparus qui les attendent, un sentiment de paix si profond qu'il a bouleversé leur vie. Les sceptiques répondaient à tout. Le manque d'oxygène cause une vision de tunnel, les endorphines inondent le cerveau et apportent la paix. Le lobe temporal sous stress crée des visions de proches décédés. Pendant des décennies, ces explications tenaient. Durant les 30 années suivantes, Moody a continué à entendre le récit d'un autre type de témoin. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient mortes puis revenues. C'étaient des gens qui étaient assis au chevet de quelqu'un au moment de son décès et qui ont vécu exactement la même chose. Le tunnel, la lumière, les proches disparus, ils étaient en bonne santé et conscients. Moody a appelé cela une EMP. Une MST? EMP, expérience de mort partagée. Là, ça a plus de sens. Les éléments étaient cohérents dans des centaines de témoignages. Les témoins décrivaient une brume, une sorte de fumée gris-doré s'élevant du corps de la personne mourante. Le chercheur Peter Fenwick a recueilli des témoignages similaires de professionnels de santé au Royaume-Uni. Ils l'ont décrit comme de la fumée, une brume grise ou une forme blanche vaporeuse quittant le corps, souvent par la poitrine ou la tête. Certains ont vu la brume prendre la forme transparente de la personne. D'autres ont décrit de la musique, pas des sons d'hôpital, quelque chose d'irréel, belle et complexe d'une manière qu'ils ne pouvaient pas exprimer avec des mots. Oh, comme Enya. Non, pas comme... Désolé, vas-y, continue. Donc, ils ont entendu de la musique. Enya. Puis, il y a eu la lumière. Elle était écrasante et venait de partout. Une lumière éclatante que les témoins disaient ressentir comme de l'amour. L'expérience a été décrite comme plus réelle que la réalité. Une expression qui revenait sans cesse, de façon indépendante d'un rapport à l'autre. Un autre élément que les témoins ont constamment décrit, la forme de la pièce changeait. Les murs ne se rejoignaient plus à angle droit. L'espace s'effondrait et s'étendait en même temps. Une femme a dit que c'était comme être témoin d'une géométrie alternative. Une chambre d'hôpital petite et ordinaire, rectangulaire, a formé un entonnoir de plusieurs centaines de pieds. Des témoins ont été impliqués dans des faits encore plus étranges. La revue de la vie du mourant. Ils ont vu des souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Des épisodes du passé de la personne mourante se déroulaient comme un film. Plusieurs témoins présents dans la même pièce ont confirmé plus tard avoir vu les mêmes scènes. Une femme a vu l'enfance de son mari se dérouler sous ses yeux, à travers des souvenirs dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Une autre famille a vu leur père mourant servir pendant une guerre, avec les visages et les noms de soldats qu'ils n'avaient jamais connus. Aucun modèle sceptique n'explique comment des personnes saines accèdent aux souvenirs d'autrui. Moody savait que cela paraissait impossible. Puis cela lui est arrivé. Le 9 mai 1994, la mère de Moody était en train de mourir d'un cancer. 6 membres de la famille se sont rassemblés autour de son lit. Alors qu'ils se tenèrent la main, 4 des 6 ont eu la sensation de s'élever au-dessus du sol. La pièce s'est transformée en un sablier. Moody a évoqué une sensation d'être aspiré, comme par un courant d'arrachement. Mais vers le haut. Puis la lumière a changé. L'une de ses sœurs a pointé du doigt et dit « Regarde, papa est là, il est revenu pour la récupérer. » Leur père était mort depuis presque 2 ans. Les 6 ont vécu une expérience cette nuit. Moody l'a même décrit dans un de ses livres. La pièce a changé de forme. La lumière était douce, flow, comme regarder une piscine la nuit. Et puis ça nous a tous frappés en même temps. Le tissu de l'univers s'était déchiré. Et pendant un instant, nous avons ressenti l'énergie de cet endroit, qu'on appelle le paradis. Après 50 ans de recherche, Raymond Moody a affirmé que les expériences de mort partagée l'ont finalement convaincu de la réalité de l'au-delà. Pas les milliers d'EMI, ni les STE. Les cas les plus convaincants n'étaient pas ceux où l'expérience était partagée par la famille, des amis et d'autres proches du mourant.
Les cas les plus convaincants étaient les expériences partagées par de parfaits inconnus. Tu es sûr qu'on ne parle pas de MST? On dirait une maison de retraite en Floride. Tu as gâché mon suspense. J'essayais juste d'y voir plus clair. Purée. Écoute, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que tu suives le script, que tu regardes le prompteur et que tu saches où on termine. N'interviens pas comme ça. Lors du week-end de Pâques 1997, Jeff Olsen s'est endormi au volant en rentrant chez lui. La voiture a fait 8 tonneaux à 120 km à l'heure. Sa femme Tamara et leur fils de 14 mois, Griffin, sont morts sur place. Son fils de 7 ans, Spencer, a survécu. Les jambes d'Olsen ont été écrasées, son dos brisé et sa ceinture de sécurité lui a ouvert l'estomac. Les médecins ont amputé sa jambe gauche au-dessus du genou. Il a passé 6 mois à l'hôpital, 18 opérations. Le docteur Jeff O'Driscoll était aux urgences la nuit où Olsen a été héliporté. Il n'était pas responsable de ce cas. Une infirmière nommée Rachel l'a attrapé par le bras et lui a dit de venir dans la salle de traumatologie. Elle a dit que la femme d'Olsen était là. O'Driscoll savait ce que Rachel voulait dire. Ils avaient découvert quelque chose l'un sur l'autre il y a des mois. Ils voyaient tous deux des choses inexplicables. O'Driscoll est entré dans la salle de traumatologie. Il a regardé la civière. Il a vu une femme flotter au-dessus de Jeff Olsen. Elle avait des cheveux blonds bouclés et des vêtements blancs amples. Elle était presque transparente, mais vibrante. Plus vivante que n'importe qui d'autre dans cette pièce. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Ce n'était pas un sourire d'inconnu. Elle m'a regardé comme si elle m'avait toujours connu. Rachel l'a vu aussi. Rachel a dit que la femme dégageait une paix incroyable. Alors que son corps reposait sur la civière, la conscience d'Olsen se trouvait ailleurs. Il flottait au-dessus de la scène de l'accident dans ce qu'il décrivit plus tard comme une bulle de lumière. Sa femme, Tamara, flottait à côté de lui. Elle était calme. Elle était belle. Elle lui a dit qu'il ne pouvait pas rester. Olsen ne voulait pas revenir. Sa femme était morte. Son fils était mort. Son corps était brisé. Mais Tamara a insisté. Il devait revenir. Spencer avait besoin de lui. Jeff O'Driscoll a écrit le livre Not Yet sur son expérience. Jeff Olsen a écrit son propre livre Knowing. Les deux Jeff sont restés amis à vie et ont raconté ensemble leur histoire lors de conférences pendant des années. Bien que le terme « expérience de mort partagée » soit récent, les MST existent depuis longtemps. Quoi? Tu as dit MST? Non, j'ai dit EST. Non, tu ne l'as pas dit. Rembobine. Je vis dans ta tête sans payer de loyer, humain. Carl. Sans payer de loyer. Karl Skala, soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, était accroupi dans un trou de tranchée avec son meilleur ami lorsqu'un obus a explosé, projetant des éclats partout. Son ami s'est effondré dans les bras de Skala, mort. Puis Skala sentit sa conscience s'élever et sortir de son corps. Il flottait au-dessus du champ de bataille, au-dessus des tranchées. Il voyait la boue, la fumée, les corps. Son ami flottait à côté de lui. Ils montèrent ensemble vers une lumière éclatante. À un moment donné, Skala s'est arrêté. Il ne savait pas pourquoi. Mais son ami a continué et a disparu dans la lumière. Skala s'est réveillé dans le trou de tranchée, vivant, tenant le corps d'un homme qu'il venait d'aider à quitter ce monde. Des centaines de cas d'expériences de mort partagée rapportent des apparitions, de la musique, de la lumière et un sentiment d'amour. Il n'est pas nécessaire d'être présent pour vivre cette expérience avec la personne mourante. Vous pouvez vivre une expérience de mort partagée avec quelqu'un à des milliers de kilomètres de distance. En 2000, William Peters, bénévole en soins palliatifs, était assis aux côtés d'un homme mourant nommé Ron. Ron était un ancien marin marchand, un dur à cuire, silencieux. Peu d'amis ou de membres de la famille venaient lui rendre visite. Peters lui lisait depuis des semaines. Un jour, en plein milieu d'une phrase, Peters a senti quelque chose l'agripper. Pas physiquement, sa conscience a été arrachée vers le haut, hors de son corps. Soudain, il flottait au-dessus du lit de Ron, regardant la scène en contrebas. Il se voyait assis sur la chaise. Puis il a compris. Ron flottait aussi à côté de lui. Ron regarda Peters, complètement en paix. Puis Peters entendit Ron parler. « Regarde ça. Plutôt incroyable, non? Je parie que tu ne t'y attendais pas. Eh bien, désolé mon pote. Il est temps pour moi de partir. On se reverra. » La conscience de Peters est revenue dans son corps. Puis Ron était mort quelques minutes après. Peters n'a parlé à personne de cette expérience. Il ne savait pas si c'était son imagination ou s'il devenait fou. Des années plus tard, il a assisté à une conférence de Raymond Moody sur les expériences de mort partagée.
et, pour la première fois, a entendu quelqu'un décrire exactement ce qu'il avait vécu. Ça avait un nom, d'autres l'avaient vécu. Il ne perdait pas la raison. Peters a fondé le Shared Crossing Project en 2013, et il a commencé à recueillir des cas. Il en a maintenant plus de 800, et voici ce qui rendait les données vraiment étranges. 64% des EMP recueillis par Peters étaient à distance. La personne concernée n'était pas au chevet du mourant, ni même dans le même état. Annie Capp, dans son bureau à Londres, a soudainement suffoqué, incapable de respirer. Pendant 25 minutes, elle a lutté pour respirer, avec un sentiment croissant d'angoisse à propos de sa mère, Betty, qui se trouvait dans un hôpital à Portland, dans l'Oregon, à 5000 miles de là. Elle a appelé l'hôpital. Betty est décédée pendant l'appel d'Annie. Annie avait vécu la mort de sa mère depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, il y a Mark. Il était dans un avion. Laisse-moi deviner. Il était sur un vol de Spirit Airlines et il a souhaité mourir. Non. Il survolait les États-Unis quand il a ressenti une connexion télépathique avec son père mourant dans un hôpital canadien. Il a entendu son père dire qu'il ne savait pas faire ça. Mark s'est imaginé monter un escalier avec son père vers une lumière. En haut, la grand-mère de Mark les a accueillis. Son père l'a serré dans ses bras, il s'est tourné vers Mark et a dit qu'il ne savait pas que c'était aussi facile. Le téléphone de Mark a sonné quelques minutes plus tard. Son frère lui a dit que leur père venait de décéder. Mais Mark le savait déjà. Une femme n'avait pas parlé à son ex-mari depuis 10 ans. Un jour, elle a soudain perçu sa présence et entendu sa voix dans son esprit. Il l'a remerciée pour leurs années partagées. Elle a tout de suite envoyé un texto à sa fille. Sa fille lui a dit que son père venait de mourir. Un lien qu'elle pensait brisé a traversé les années et les kilomètres pour dire merci et pour dire au revoir. Peters a aussi recensé des cas impliquant des enfants dès 3 ou 4 ans. Il n'avait aucun cadre culturel pour une expérience de mort partagée. Mais au moment où un grand-parent ou un parent mourait, il décrivait voir une légère brume sortir du corps. Puis la brume devenait une silhouette. Parfois, les enfants décrivaient précisément des proches décédés qu'ils n'avaient jamais connus. Une fillette de 4 ans a décrit en détail son grand-père décédé, y compris la cicatrice sur sa main gauche, alors qu'elle ne l'avait jamais rencontré ni vu de photos de lui. Les infirmières, les médecins, le personnel en soins palliatifs, les personnes les plus proches de la mort voyaient des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Pendant des décennies, ils l'ont gardé pour eux. Ils ne se rendaient pas compte que les expériences de mort partagées se produisent tout le temps. Penny Sartori s'apprêtait à laver le patient mourant et toucha le bord de son lit. Puis tout s'est arrêté, la pièce autour d'elle a disparu. Elle ressentait tout ce que le patient ressentait, même sa douleur. Bien qu'il ne puisse pas parler, elle l'entendait. Laissez-moi tranquille. Je veux juste partir. Laissez-moi mourir en paix, s'il vous plaît. Juste, laissez-moi mourir. Revenant à la réalité, elle n'en a parlé à personne durant des années. Elle a donc passé les 5 années suivantes à enquêter elle-même. Elle a publié ses découvertes dans The Wisdom of Near-Death Experience. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Dans des enquêtes menées auprès du personnel en soins palliatifs, un pourcentage élevé déclare avoir été témoin de phénomènes inexpliqués au moment de la mort, comme des lumières, de la brume, des présences ou des variations de température. Beaucoup n'en parlent pas par peur de perdre leur emploi. Julie McFadden, infirmière en soins palliatifs, est aujourd'hui formatrice et militante pour la sensibilisation à la fin de vie. Son patient Randy, un homme plus jeune, avait repoussé tous les autres. L'équipe de McFadden l'a aidé à retrouver des parents éloignés. Il a vécu 9 mois de plus que prévu. Le jour où Randy est décédé, Julie s'est arrêtée pour le voir une dernière fois. Il était inconscient. Elle est sortie en silence jusqu'à sa voiture et a pensé « Adieu Randy, j'espère que tu feras un beau voyage. » Puis soudain, elle l'a entendu. « Oh mon Dieu, Julie. Waouh. J'aimerais que tu puisses voir ça. » Elle ressentait ce que Randy ressentait. Si seulement j'avais su à quel point ça allait être bien, je n'aurais pas eu aussi peur. Ça a duré environ 30 secondes, puis son téléphone a vibré. Un message de l'infirmière, Randy vient de décéder. Julie a gardé cela secret pendant des années, jusqu'à découvrir que ces événements étaient plus répandus qu'elle ne le croyait. Même les animaux de compagnie montraient des comportements de fin de vie. Bruce Grayson a documenté des dizaines de cas de chiens dans le coma qui se redressaient soudainement et remuaient la queue, souriant à quelque chose d'invisible. Une femme a aperçu son chat, décédé depuis 3 ans, assis au pied du lit de son père mourant et ronronnant. Comment pouvons-nous tuer l'un de tes chats pour tester cette théorie? Oh, tu partiras avant tous les chats.
Peters a constaté que beaucoup de personnes ayant vécu une STE ont attendu des décennies, parfois 30 ou 40 ans avant d'en parler, par crainte de ne pas être crus. Les professionnels de santé étaient les plus discrets. Et rien de tout cela ne nécessitait la religion. Peters a recensé des cas d'athées convaincus qui ont vécu des STE et en ont été bouleversés. Ils ne cherchaient pas d'expérience spirituelle, ils en ont eu une malgré tout. Une culture a compris cela il y a 1000 ans. Les bouddhistes tibétains pratiquent le Phowa. Les vivants guident une personne mourante durant la transition. Ils rapportent les mêmes choses, la lumière, le tunnel, les personnes de l'autre côté. L'une des plus anciennes traditions spirituelles au monde a bâti toute une pratique autour de quelque chose que la science occidentale commence à peine à prendre au sérieux. Et ils ne sont pas les seuls. Des récits du 8e siècle rapportent qu'une lumière apparut lorsqu'un moine rendit son dernier souffle. Les aborigènes d'Australie ont des traditions d'accompagnement communautaire de la fin de vie. Les membres de la communauté se rassemblent et rapportent des expériences spirituelles partagées lors du décès. Cela arrive depuis que les humains meurent, nous avons juste arrêté d'en parler. Ces expériences ne convaincront pas les sceptiques qui refusent légendes et anecdotes, exigeant une science solide. Alors donnons-leur cela. En 2021, Peters et son équipe ont publié une étude dans l'American Journal of Hospice and Palliative Medicine. C'était la première étude évaluée par des pairs sur les expériences de mort partagée. Ils ont analysé 164 STE provenant de 107 personnes et ont identifié 4 façons différentes dont les gens les ont vécues. Certains ont su précisément quand quelqu'un est mort, sans en être informés. D'autres ont été témoins de phénomènes étranges au chevet du mourant. Brouillard, lumière, forme ou musique au moment de la mort. Un troisième groupe s'est senti entraîné dans l'expérience, aspiré dans un tunnel ou vers une lumière avec la personne mourante. Le quatrième groupe, le plus rare et intense, a eu le sentiment d'avoir activement aidé quelqu'un à passer et de l'avoir accompagné de l'autre côté. Les répercussions étaient tout aussi profondes. 87% des personnes ayant vécu cette expérience sont devenues convaincues de l'existence d'une vie après la mort, pas simplement pleines d'espoir, mais convaincues. Leur chagrin ne disparaissait pas, mais il était remis en perspective. La perte était réelle, mais portée par quelque chose de plus vaste. Leur peur de la mort s'est évanouie. Mais les STE ne sortaient pas de nulle part. Vous savez, la science de la conscience à la mort évoluait depuis des années. En 2001, le cardiologue Pim van Lommel a publié une étude dans The Lancet. Il avait étudié pendant 13 ans les expériences de mort imminente dans 10 hôpitaux. Son équipe a suivi 344 survivants d'arrêt cardiaque. Ils avaient tous été cliniquement morts. Cœur arrêté, activité cérébrale nulle. 18% ont rapporté des expériences de mort imminente, détaillées et vives, chez des personnes censées être mortes. Van Lommel est arrivé à une conclusion. Ces expériences se sont produites pendant une période de mort clinique. Aucun battement cardiaque, activité cérébrale ni circulation sanguine. La clarté de la conscience était inversement liée à la perte des fonctions cérébrales. C'est l'opposé de tout ce que prédit la neuroscience. Moins le cerveau était actif, plus l'expérience était claire. C'est l'opposé de ce que la neuroscience dit qui devrait se produire. Anna-Katharina Emmer l'a prouvé. C'était une femme de 26 ans dans un établissement allemand pour personnes atteintes d'un handicap mental sévère. Elle n'a jamais prononcé un seul mot de toute sa vie. Dans la demi-heure avant sa mort, elle a commencé à chanter spontanément. Des membres du personnel en ont été témoins. Michael Nam et Bruce Grayson ont publié cette étude de cas en 2014. Un cerveau jusque-là défaillant s'est mis à fonctionner parfaitement au moment de la mort. En 2023, 2 études ont encore fait avancer la science. L'étude AWARE 2 de Sam Parnia à l'Université de New York a surveillé 567 patients en arrêt cardiaque dans 25 hôpitaux à l'aide d'appareils EEG portables pendant une réanimation cardiopulmonaire en cours. L'équipe de Jimo Borjigin à l'Université du Michigan a publié dans les PNAS après avoir surveillé l'activité cérébrale lors du retrait des respirateurs chez des patients dans le coma. Les 2 études ont observé une activité cérébrale organisée inattendue. Parnia a détecté des ondes gamma liées à une conscience accrue jusqu'à 1 heure après l'arrêt cardiaque. Donc cela signifie que l'incroyable Hulk, meilleur des Avengers, agit à un niveau supérieur. Bruce Banner a été exposé à des radiations gamma, pas à des ondes. Oh mon cher semi-humain, les radiations gamma se déplacent sous forme d'ondes électromagnétiques, donc vérifie, et moi, je suis plus intelligent que toi. En réalité, c'est une dualité onde-particule, présente en mécanique quantique. Arrête, juste arrête. Désolé d'avoir parlé, passe à autre chose, humain. Borjigin a détecté des pics d'oscillation gamma entre 30 secondes et 2 minutes après le retrait du ventilateur. Spécifiquement au niveau de la jonction temporopariéto-occipitale. Essayez de répéter cela 2 fois.
la zone du cerveau liée à la conscience, aux rêves et aux expériences extracorporelles. Ce n'étaient pas des pics aléatoires. Le cerveau créait des schémas de pensée organisés alors qu'il était supposé mort. Et puis il y avait les preuves interculturelles. Dans les années 1970, les chercheurs Carly Sosis et Erlendur Haraldsson ont réalisé la plus vaste étude jamais réalisée sur les phénomènes de fin de vie en enquêtant sur des dizaines de milliers de cas à travers les États-Unis et l'Inde. La moitié des patients mourants ont eu des visions sur leur lit de mort. Les visions étaient similaires dans les deux cultures, et ce, malgré des attentes religieuses très différentes. Les patients hindous ne voyaient pas forcément des divinités hindoues, et les patients chrétiens ne voyaient pas toujours Jésus non plus. La structure de l'expérience, la lumière, les êtres, la paix profonde, c'était la même chose, peu importe ce que la personne croyait. Si ces expériences n'étaient que des attentes culturelles, le contenu varierait, mais ce n'était pas le cas. Nous ne sommes d'accord sur rien, la politique, la religion, même ce pourquoi il vaut la peine de mourir. Mais quand quelqu'un qu'on aime est en train de mourir, on devient tous silencieux et on ressent tous la même chose. Et c'est peut-être ça le but. La mort ne devrait pas nous séparer, c'est ce que nous avons tous en commun. Et c'est la seule chose qui nous rassemble tous. Depuis des millénaires, dans toutes les cultures, des expériences de mort partagées sont rapportées. Parfois, ce n'est qu'une impression de la présence du proche dans la pièce. D'autres expériences impliquent de voir, d'entendre et même de flotter avec quelqu'un qui est décédé. Mais voyons-nous vraiment l'âme ou l'esprit de quelqu'un? Ou est-ce une hallucination partagée, fondée sur les attentes et déclenchée par le chagrin? Eh bien, analysons ce qui se passe. Les avis des sceptiques méritent d'être entendus. La psychose partagée désigne un phénomène où des personnes en situation de stress intense peuvent inconsciemment reproduire les expériences des autres. Rien n'est plus stressant que d'être assis près de quelqu'un qui meurt. Les émotions sont tellement accablantes que le cerveau essaie de donner un sens à quelque chose qui ne peut pas être expliqué, quelque chose avec lequel il ne veut pas composer. La reconstruction de la mémoire est un argument encore plus fort. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau modifie le souvenir. En cas de stress émotionnel intense, ces changements s'accentuent. Après une STE, on peut inconsciemment modifier ses souvenirs pour les adapter à des schémas découverts ensuite. Le biais de confirmation est un autre problème. Si vous veillez un mourant en attendant un signe, votre cerveau pourrait en créer un. Le physicien Sean Carroll soutient que la vie après la mort est incompatible avec tout ce que nous savons de la physique moderne. Nous sommes faits d'atomes, donc quand nous mourons, c'est comme une bougie qu'on éteint. La conscience ne peut pas survivre, parce qu'il n'y a rien dans quoi elle puisse survivre. Pourtant, il me semble que tu vis ta vie comme une bougie dans le vent, sans plus aucun atome auquel t'accrocher quand la pluie commence à tomber. C'était plutôt bien. Oui, j'ai juste raté Norma Jean. Le vrai complot sur Kennedy, c'est sa mort. #Chapa l'a fait. L'enquêteur sceptique Joe Nickel dit que les STE sont des mécanismes psychologiques d'adaptation. Lorsqu'on se remémore le moment de la perte, on crée parfois de faux souvenirs pour mieux la supporter. Une étude de 2024 en neurosciences de la conscience a révélé une forte similitude entre les expériences de mort imminente et les expériences psychédéliques. La kétamine était la plus proche, puis le DMT. Le cerveau humain produit naturellement du DMT, et certains chercheurs pensent qu'il pourrait en libérer lors de la mort. Ce sont des arguments raisonnables. Et pour les expériences de mort partagées au chevet avec un seul témoin, ils pourraient suffire. Ces explications n'expliquent pas les expériences de mort partagées à distance. Annie Cap ignorait que sa mère mourait quand elle a commencé à s'étouffer. Mark ne savait pas que son père était en train de mourir jusqu'à ce qu'il le ressente. 64% des cas de Peter étaient à distance. Aucun deuil commun et sans être dans la même pièce. Les arguments sceptiques n'expliquent pas les cas où plusieurs témoins, dans la même pièce, voient de la même chose, ni ceux impliquant des enfants. Un enfant de 4 ans n'a pas été culturellement préparé à l'idée des expériences de mort imminente. Quand un enfant décrit un proche décédé qu'il n'a jamais vu, même dans les détails physiques, le biais d'attente ne suffit pas. Il y a aussi la cohérence interculturelle. Si les expériences de mort partagées étaient purement psychologiques, elles varieraient selon les religions, mais les patients hindous et chrétiens décrivent la même expérience de la même manière. Les cultures italiennes, mexicaines, brésiliennes et taïwanaises diffèrent beaucoup. Encore une fois, les témoignages sont quasi identiques. Von Lommel, Peter Sparnia, Borjigin. Leurs études sont évaluées par des pairs et disposent de données. Mais des données ne sont pas une preuve. Nous ne connaissons toujours pas le mécanisme. Nous ignorons comment un cerveau sain partagerait l'expérience d'un cerveau mourant. On ignore pourquoi certaines personnes ont des EMI et d'autres non. Nous ne pouvons pas les prédire. Nous ne pouvons ni les provoquer, ni les mesurer en temps réel. Voici ce que nous savons.
Des milliers de personnes, infirmières et médecins, amis et inconnus, adultes et enfants, athées et croyants. Tous ont rapporté des expériences vécues lors de la mort de quelqu'un d'autre qui les ont changés à jamais. La plupart sont devenus convaincus de l'existence d'une vie après la mort. Leur chagrin n'a pas disparu, mais il s'est transformé et ils n'ont plus peur de la mort. Peut-être que les EMI sont un mécanisme de défense élégant en chacun de nous. Nos cerveaux créent une hallucination partagée si puissante qu'elle transforme le chagrin en paix. Ou peut-être quand quelqu'un meurt, il se passe réellement quelque chose de réel, quelque chose que la personne à côté d'eux ou à 8000 km de là peut ressentir. Nous ne pouvons pas prouver l'existence de l'au-delà, mais des milliers de personnes l'ont touché et en sont revenues transformées. Les preuves indiquent quelque chose de plus. Une connexion entre les vivants et les mourants, d'une pièce à l'autre et d'un océan à l'autre. Une fillette de 4 ans remarque la cicatrice de son grand-père. Un médecin dans l'Utah voit une femme morte qu'il n'a jamais rencontrée. Un fils à Londres ressent la mort de sa mère à Portland. La mort peut être un arrêt neurologique, ou une transition spirituelle, ou peut-être quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé. Quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose que nous traversons seuls. Des milliers de cas nous le disent. Même la mort la plus isolée, même le moment le plus intime de l'agonie, finit d'une certaine manière par être partagé. Le corps meurt, mais la connexion continue. Quand il est temps de partir, quelqu'un est déjà là, qui attend pour nous raccompagner. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Hadji et voici Hecklefish. Si tu as besoin de moi, je serai près du lit de l'humain, à attendre de voir s'il se passe quelque chose d'intéressant d'ailleurs. C'était flippant et c'était The Y-Files. Si tu t'es amusé ou si tu as appris quelque chose et que tu n'es pas trop déprimé, fais-nous plaisir. Mets un like, abonne-toi, commente, partage, ça nous aide vraiment. Et comme la plupart des sujets qu'on traite ici sur la chaîne, celui d'aujourd'hui a été recommandé par vous. Si tu veux voir une histoire traitée ici ou en savoir plus sur un sujet, rends-toi sur theyfiles.com/tips. N'oublie pas, The Y-Files est aussi un podcast. 2 fois par semaine, je publie des analyses approfondies des histoires que nous couvrons sur la chaîne. Je publie aussi des épisodes qui ne seraient pas autorisés sur les plateformes vidéo. Et le podcast s'appelle... Attendez... The Y-Files Operation Podcast. Et il est disponible partout. Si vous écoutez sur une plateforme audio, abonnez-vous, mettez un j'aime et laissez un bon avis. Ça aide beaucoup. Pour plus de The Y-Files, rendez-vous sur notre serveur Discord. Nous avons plus de 100 000 membres, donc il y a toujours quelqu'un en ligne. Ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Il se passe toujours quelque chose. C'est une super communauté, vraiment bienveillante si vous n'avez pas le moral, très amusante, et on peut la rejoindre gratuitement. En parlant de 24 heures sur 24, allez jeter un œil à notre diffusion en continu 24 heures sur 24 sur The Y-Files Backstage, le lien est ci-dessous. Là-bas, nous diffusons les épisodes à la suite avec du contenu amusant entre chacun. La discussion en direct est plus divertissante que les vidéos. Si vous aimez mes histoires sur The Y-Files, regardez aussi mon autre émission, The Baseman, une émission de conversation avec des invités liés aux épisodes. Certains vous les connaissez, d'autres non. Mais ce sont tous des personnes que je trouve fascinantes, des experts sur des sujets amusants comme les Templiers, l'arnaque de l'alunissage, la conspiration autour de JFK, Karahan Tekpe. Des personnes ayant vécu des expériences avec des ovnis. Nous avons déjà abordé beaucoup de sujets jusqu'à présent. Et si vous souhaitez voir quelqu'un dans l'émission, faites-le moi savoir. Je suis toujours à la recherche de bons invités. Et un merci tout particulier à nos mécènes, qui ont permis à cette chaîne d'exister et qui rendent tout cela possible. Chaque épisode de The Y-Files est dédié à mes membres Patreon, sans qui rien n'aurait été possible. À la prochaine fois, prenez soin de vous, soyez bienveillants, et sachez que vous êtes appréciés. In Area 51, a secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so I'm singing it like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends, and it never ends. No, it never ends. I feel the crap get and got stuck inside man's hole with MK Ultra. I'll be only too aware. Deep Stanley Kubrick faked the moon landing alone on a film set with the shadow people there.
That's where he kissed off the smiling man, I'm told, and his name was Cole. And I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi's happening up through the night. All I ever wanted was to just see the truth, so the Wi-Fi's happening up through the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets Earth 02, Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the fishes, and the fish on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi's happening up to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's happening up to the night. And the fish on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi's happening up to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's happening up to the night. Hurry up the dance, 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 hurry up the dance on the dance floor, because she is a camel, and camels love